Ma fille est rentrée à la maison en pleurs après un événement scolaire. Sa professeure avait dit « Tu es comme ta mère, une personne qui ne vaut rien ». Le lendemain, je suis allée à l'école, suis restée silencieuse pendant la réunion, puis ai fait glisser un dossier sur la table en disant « C'est de mon avocat ». La page 3 est l'enregistrement. La page 5 est ta révocation. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon mari, Caleb, se lève son verre de vin et annonce à toute notre famille qu'il va être père. Mon cœur s'est arrêté net. Après 2 ans de traitement de fertilité, d'innombrables tests de grossesse négatifs et de nuits blanches à me demander si nous aurions un jour des enfants, je pensais que c'était enfin ça. Je croyais qu'il allait annoncer à tout le monde que j'étais enceinte, mais ce n'était pas le cas. La femme assise juste en face de moi, sa collègue tant lait, a commencé à se frotter le ventre avec un petit sourire suffisant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon mariage parfait était bâti sur des mensonges. La caméra s'ouvre sur une table de Thanksgiving magnifiquement décorée de feuilles d'automne dorées, de bougies vacillantes et de plats parfaitement disposés. Des photos de famille bordent la cheminée, montrant ce qui semble être un couple heureux au fil des ans. L'ambiance change radicalement alors que nous voyons des gros plans de visages choqués, de couverts tombés et de mains agrippant la table. Permettez-moi de vous présenter les acteurs de ce désastre. Il y a moi, Brinley Ashford, 32 ans, directrice marketing dans une entreprise du Fortune 500, et apparemment l'épouse la plus naïve du Colorado. J'étais marié à Caleb Reed depuis 6 ans. Il a 34 ans, travaille dans l'ingénierie logicielle et possède ce sourire charmant qui me faisait fondre autrefois, mais qui me donne maintenant la chair de poule. Les personnages et la bombe. Il y a ensuite Tanley Cross, 28 ans, la collègue de Caleb, que j'avais rencontrée peut-être 3 fois avant cette soirée. Elle avait cette personnalité pétillante que j'ai toujours trouvée légèrement agaçante, mais je me disais que c'était juste de la jalousie, car elle passait plus de temps avec mon mari au travail que moi à la maison. Était également présent à ce dîner infernal ma sœur, Evrin, 29 ans, qui a toujours été ma voix de la raison, et les parents de Caleb, Mera et Tobin Reed, qui me traitaient comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue. Ces personnes n'étaient pas seulement des témoins de ce qui allait se dérouler. Ils étaient ma famille, mon système de soutien. Et Caleb était sur le point de faire exploser toutes nos vies en l'espace de 30 secondes. Mais voici ce que Caleb ignorait. Alors qu'il planifiait sa grande annonce, j'étais assise là avec une pochette cartonnée cachée dans mon sac à main. Une pochette qui contenait des preuves qui allaient détruire non seulement son annonce, mais son monde entier. Vous voyez, j'étais méfiante depuis des semaines. Et quand l'intuition d'une femme se manifeste, elle ne reste pas là à s'apitoyer sur son sort. Elle obtient des réponses. Et les réponses que j'ai trouvées étaient sur le point de transformer ce dîner de Thanksgiving en le moment de vengeance le plus satisfaisant que j'ai jamais vécu. Ce qui s'est passé ensuite a duré peut-être 5 minutes, mais cela m'a semblé des heures. C'était le genre de moment qui divise votre vie en un avant et un après. Avant, j'étais l'épouse confiante qui croyait chaque excuse et chaque soirée tardive au bureau. Après, je suis devenue la femme qui a appris que parfois, la meilleure façon de gérer la trahison n'est pas de crier ou de pleurer. Parfois, c'est de sourire, de se lever, d'aller chercher son sac à main et de rendre le genre de justice qui fait que les gens arrêtent de parler de dinde et commencent à parler de vérité. Le compte à rebours. 6 mois auparavant, permettez-moi de vous ramener à l'endroit où cette histoire commence vraiment. Car la trahison n'a pas commencé ce jeudi soir-là. Elle s'était construite pendant des mois, peut-être même des années, et j'étais trop confiante pour voir les signes qui étaient juste devant mon visage. 6 mois avant ce désastreux Thanksgiving, ma vie semblait parfaite de l'extérieur. J'avais tout ce que je pensais vouloir. Une carrière réussie en tant que directrice marketing chez Henderson & Associates, l'un des meilleurs cabinets de conseil de Denver, une belle maison victorienne dans le quartier de Highlands dont j'avais hérité de ma grand-mère, Rose, avec ses planchers de bois franc d'origine et son porche enveloppant qui faisait l'envie de tous les voisins. Et Caleb, mon mari depuis 6 ans, que j'avais rencontré à l'université et dont j'étais tombée follement amoureuse pendant notre dernière année. Caleb travaillait comme ingénieur logiciel chez Techflow Solutions. Et il était bon dans son travail, très bon. Il avait cet esprit analytique capable de résoudre n'importe quel problème, ce qui est probablement la raison pour laquelle je n'ai jamais remis en question ses explications sur les choses qui ne collaient pas. Quand il disait qu'il travaillait tard sur le lancement d'un projet critique, je le croyais. Quand il affirmait que son téléphone était mort pendant ses longues soirées au bureau, je lui achetais un chargeur portable. Quand il a commencé à rentrer à la maison sentant un parfum inconnu, il m'a convaincu que c'était juste le nouveau désodorisant qu'ils avaient installé dans l'immeuble de bureau. Avec le recul, j'ai réalisé que j'étais la victime idéale pour sa tromperie.
Je voulais désespérément que notre mariage fonctionne, au point d'ignorer tous les signaux d'alarme et de trouver des excuses pour un comportement qui aurait dû me faire fuir. L'ombre de l'infertilité et les signes négligés. Nous essayons d'avoir un bébé depuis 2 ans, et les traitements de fertilité nous pesaient à la fois émotionnellement et financièrement. Les injections d'hormones me rendaient d'humeur changeante et épuisée. Les déceptions mensuelles lorsque les tests de grossesse revenaient négatifs me laissaient un sentiment d'être brisée et inadéquate en tant que femme. Caleb a commencé à prendre ses distances pendant cette période, et je m'en suis blâmé. Je pensais que j'étais peut-être trop focalisée sur la grossesse, trop émotive, trop exigeante. Il avait toujours été charmant et sociable, mais soudain, il travaillait tard, 3 ou 4 soirs par semaine. Les projets de week-end au bureau sont devenus une routine. Il a commencé à aller à des happy hours avec des collègues qui duraient d'une manière ou d'une autre jusqu'à minuit. Quand je suggérais de me joindre à lui parfois, il disait que ce n'était que des discussions de travail ennuyeuses et que je ne m'amuserais pas. Et la pression financière était également très réelle. Les traitements de fertilité ne sont pas bon marché, et notre assurance ne couvrait qu'une partie des coûts. J'utilisais l'argent de l'héritage de ma grand-mère pour payer les procédures tout en soutenant également le remboursement des prêts étudiants de Caleb et en couvrant la plupart de nos dépenses ménagères. Il promettait toujours de me rembourser lorsque sa prochaine promotion se concrétiserait, mais cette promotion ne semblait jamais arriver. Ma sœur Évrin a commencé à poser des questions à cette époque. Elle avait toujours été protectrice envers moi, et elle remarquait des choses que j'étais trop proche pour voir. Elle a souligné que Caleb semblait distrait lors des réunions de famille, consultant constamment son téléphone et trouvant des excuses pour sortir pour des appels importants. Elle a mentionné qu'il avait cessé de parler de notre avenir comme il le faisait auparavant. Il avait cessé de planifier des vacances, des améliorations à la maison ou quoi que ce soit qui nécessitait de penser au-delà des prochaines semaines. Le sanctuaire est le point de rupture. La maison est devenue mon sanctuaire pendant cette période difficile. J'en avais hérité entièrement de ma grand-mère Rose, et la garder à mon nom avait été une décision pratique qui s'est avérée être la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Caleb avait insisté pour que nous refinancions et ajoutions son nom à l'acte, affirmant que cela aiderait son pointage de crédit et notre situation fiscale. Quelque chose dans mon instinct me disait d'attendre, de laisser les choses telles quelles jusqu'à ce que nous soyons dans une meilleure situation financière et émotionnelle. Dieu merci, j'ai écouté cet instinct. Pendant ces longues soirées où Caleb était censé être au bureau, je me surprenais à marcher dans la maison, à toucher les meubles et les photographies qui me reliaient à l'histoire de ma famille. Grand-mère Rose avait été une femme forte qui avait élevé seule 3 enfants après la mort prématurée de mon grand-père. Elle avait bâti une entreprise de traiteur prospère et m'avait toujours dit de faire confiance à mon instinct concernant les gens. Je pouvais presque entendre sa voix pendant ces moments de calme, m'avertissant que quelque chose n'allait pas. Le point de rupture est survenu début octobre lorsque j'ai trouvé un test de grossesse dans la poubelle de notre salle de bain. Mon cœur s'est envolé pendant environ 10 secondes avant que je ne réalise que le moment n'était pas le bon. Je n'avais pas fait de test depuis plus d'1 mois, et celui-ci était enfoui sous d'autres ordures, comme si quelqu'un avait essayé de le cacher. Quand j'ai interrogé Caleb à ce sujet, il a semblé sincèrement confus et a suggéré que notre femme de ménage avait peut-être utilisé notre salle de bain. C'était une explication raisonnable, sauf que notre femme de ménage avait 65 ans et n'était certainement pas sexuellement active. Cette nuit-là, allongé à côté de mon mari endormi, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais fini d'être naïve. J'en avais fini de trouver des excuses et d'ignorer mon instinct. Si Caleb cachait quelque chose, j'allais le découvrir. Je n'avais aucune idée que mon enquête mènerait au dîner de Thanksgiving le plus choquant de l'histoire de la famille. La mise en place du piège la semaine précédente Thanksgiving aurait dû être remplie d'excitation et de préparatifs. Mais au lieu de cela, j'avais l'impression de marcher sur un champ de mine tout en faisant semblant que tout était normal. J'avais invité les parents de Caleb, Mera et Tobin, ainsi que ma sœur, Évrin, pour ce que je pensais être un dîner de famille chaleureux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que Caleb mentionne négligemment, le mardi, qu'il avait invité Tanley Cross parce qu'elle n'avait nulle part où aller pour les fêtes. Elle est nouvelle à Denver et n'a pas de famille ici, a-t-il expliqué en faisant défiler son téléphone, sans même me regarder. J'ai pensé que ce serait bien de l'inclure. J'aurais dû faire confiance à ma réaction immédiate, qui fut un pincement de malaise dans ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai souri et dit que c'était attentionné de sa part de penser à une collègue seule pendant les fêtes. Après tout, j'avais toujours été fier d'être le genre de personne qui accueillait les oubliés pendant les fêtes. Mais quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom, si familièrement,
me donnait la chair de poule. Je connaissais Tanlay de façon périphérique grâce aux quelques événements d'entreprise auxquels j'avais assisté avec Caleb. C'était une de ces femmes qui semblait briller dans n'importe quelle pièce où elle entrait, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un rire qui portait au-dessus des foules. Elle était plus jeune que moi, peut-être de 5 ou 6 ans, et avait cette confiance sans effort qui faisait que tout le monde voulait être en sa compagnie. Les quelques fois où nous nous étions parlé, elle avait été assez amicale, mais il y avait quelque chose dans son sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux quand elle me regardait. Le dîner de Thanksgiving et la révélation le matin de Thanksgiving est arrivé avec cet air frais de novembre qui rend Denver magique. J'ai passé des heures dans la cuisine à préparer la célèbre farce à la sauge de grand-mère Rose et à faire dorer parfaitement la dinde de 10 kilos. Caleb était exceptionnellement serviable, dressant la table avec notre bonne porcelaine et arrangeant le centre de table d'automne que j'avais acheté au marché fermier. Il semblait nerveux, consultant constamment son téléphone et regardant par la fenêtre comme s'il attendait quelqu'un. Mera et Tobin sont arrivés les premiers, apportant leur traditionnelle casserole de haricots verts et des câlins chaleureux. Ils m'avaient toujours traité comme de la famille, et Mera avait été particulièrement solidaire pendant nos difficultés de fertilité. Elle partageait des histoires sur ses propres défis à tomber enceinte de Caleb, terminant toujours par l'assurance que notre heure viendrait. Tobin était plus silencieux, mais tout aussi gentil, s'enquérant toujours de mon travail et se souvenant de détails de conversations précédentes. Evrin est arrivé ensuite avec sa contribution de sauce au canneberge maison et ses observations pointues habituelles. Elle m'a prise à part dans la cuisine pendant que j'arrosais la dinde et m'a chuchoté « Tu as l'air tendu. Tout va bien ?» Je voulais lui parler de mes soupçons croissants, du test de grossesse que j'avais trouvé, de la façon dont Caleb agissait dernièrement. Au lieu de cela, j'ai juste dit que j'étais stressé par le rôle d'hôtesse et que je voulais que tout soit parfait. Elle m'a lancé ce regard qui voulait dire qu'elle ne me croyait pas, mais qu'elle n'insisterait pas devant tout le monde. Quand Tanlay est arrivé, tout a basculé. Elle est entrée par ma porte d'entrée comme si elle était chez elle, complimentant immédiatement les décorations et demandant si elle pouvait aider avec quoi que ce soit. Elle portait une robe bordeaux ajustée qui laissait voir ce que je réalisais maintenant être un petit ventre de femme enceinte, mais perceptible. À l'époque, je pensais qu'elle avait juste pris un peu de poids, ce qui semblait normal pour quelqu'un qui venait de déménager dans une nouvelle ville. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est à quel point elle semblait à l'aise chez moi. Elle savait où trouver les cuillères de service sans demander. Elle a commenté les photos de famille sur notre cheminée, comme si elle les avait déjà vues. Lorsqu'elle a proposé d'aider dans la cuisine, elle a ouvert les bonnes armoires du premier coup pour trouver les verres et les serviettes. Le plus révélateur de tout, c'est que Caleb et elle avaient cette aisance, comme s'ils avaient déjà fait cette danse ensemble de nombreuses fois. Pendant le cocktail, je les ai observés interagir tout en essayant de maintenir des conversations avec Mera et Evrin. Caleb croisait le regard de Tanlay à travers la pièce et souriait d'une manière qui me tordait l'estomac. Elle riait à ses commentaires un peu trop forts, lui touchait le bras lorsqu'elle passait près de lui et faisait référence à des blagues d'initiés qui excluaient clairement tout le monde dans la pièce. Caleb m'a tellement parlé de cette belle maison, a dit Tanlay en admirant la moulure de la salle à manger. Il est si fier du travail que vous avez fait ici. La façon dont elle l'a dit m'a fait réaliser que Caleb avait parlé de notre maison, de notre espace privé, de nos détails intimes avec cette femme qui m'était essentiellement étrangère. C'était une violation, comme si elle avait vécu dans mon mariage à mon insu. Alors que nous nous asseyions pour le dîner, j'ai remarqué que Caleb ne cessait de vérifier son téléphone et semblait agité. Tanlay rayonnait de cette manière que j'avais toujours imaginé que les femmes enceintes rayonnaient, et elle ne cessait de placer sa main sur son ventre dans un geste protecteur. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais je ne pouvais toujours pas croire ce que je voyais. C'est à ce moment-là que Caleb s'est levé avec son verre de vin, et tout ce que je pensais savoir de ma vie a explosé en 1 million de morceaux. L'exécution de la vengeance. Au moment où les mots de Caleb ont été prononcés, quelque chose de froid et de calculateur s'est emparé de mon esprit. Alors que tout le monde à table digérait le choc, j'avais déjà 3 longueurs d'avance. Mon cerveau fonctionnait comme la professionnelle du marketing stratégique que j'avais appris à être. La différence, c'est que cette fois, je ne vendais pas un produit ou ne gérais pas une campagne. J'étais sur le point d'exécuter la présentation la plus importante de ma vie. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, mes jambes étrangement stables malgré le sentiment que mon monde entier venait de s'effondrer. Alors que je marchais dans le couloir, passant devant les photos de famille qui ressemblaient maintenant à des monuments dédiés aux mensonges, j'entendais le murmure gêné des voix derrière moi. Evrin posait des questions précises. Mera semblait confuse et blessée. Tobin exigeait des explications que Caleb n'était clairement pas prêt à donner.
Dans la salle de bain, j'ai agrippé le comptoir de marbre et fixé mon reflet. La femme qui me regardait avait le même visage, les mêmes cheveux foncés tirés en un chignon élégant, le même rouge à lèvres bordeaux que j'avais soigneusement appliqué ce matin-là, mais ses yeux étaient différents. Ils appartenaient à quelqu'un qui venait d'être poussé trop loin et qui était prêt à riposter 2 fois plus fort. Et la pochette cartonnée dans mon sac à main n'était pas un hasard. Je la transportais avec moi depuis 2 semaines, depuis que mon détective privé m'avait remis son rapport final. Marcus Chen était un ancien détective de police spécialisé dans les enquêtes matrimoniales, et je l'avais engagé après avoir trouvé ce test de grossesse dans notre poubelle. Ce qui a commencé comme une simple demande de suivre mon mari s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et dévastateur que je n'aurais jamais imaginé. Le rapport du détective privé. L'enquête a commencé fin octobre lorsque j'ai finalement admis que le comportement de Caleb ne pouvait pas s'expliquer par le stress au travail ou mes traitements de fertilité. Marcus était professionnel et discret, ne me faisant jamais sentir stupide de vouloir des réponses aux questions que j'avais peur de poser. Son premier rapport est arrivé en 1 semaine, confirmant que Caleb avait effectivement une liaison avec Tanley Cross. Les photos étaient douloureuses, mais pas surprenantes. Dîner dans des restaurants romantiques, promenade dans le parc de la ville main dans la main, entrer dans son immeuble d'appartement à plusieurs reprises. Mais Marcus a continué de creuser parce que quelque chose ne semblait pas correct dans la chronologie. Tanley prétendait être enceinte de 3 mois, ce qui placerait la conception juste au moment où sa relation avec Caleb avait commencé. Cependant, ses dossiers médicaux racontaient une autre histoire. Marcus avait des contacts qui pouvaient accéder à des informations révélant que Tanley était enceinte depuis près de 5 mois, ce qui signifiait que le bébé ne pouvait absolument pas être celui de Caleb. La véritable percée est survenue lorsque Marcus a suivi Tanley à un rendez-vous prénatal où elle a rencontré un homme nommé Jackson Palmer. Grâce à la surveillance et aux recherches de dossiers publics, Marcus a découvert que Jackson était le véritable petit ami de Tanley depuis plus de 2 ans. Ils vivaient ensemble dans un appartement de l'autre côté de la ville. Et selon les voisins, ils planifiaient cette grossesse depuis des mois. L'arnaque et la manipulation. Ce que Marcus a découvert ensuite a été la partie la plus choquante de toutes. Ce n'était pas la première fois que Tanley mettait en œuvre cette arnaque particulière. Elle avait l'habitude de cibler les hommes mariés financièrement stables et émotionnellement vulnérables. Sa méthode était sophistiquée et cruelle. Elle identifiait les hommes dont les épouses luttaient contre des problèmes de fertilité, établissait des relations avec eux pendant leurs moments les plus vulnérables, puis simulait une chronologie de grossesse qui les ferait croire qu'ils étaient le père. Elle leur soutirait de l'argent pour les frais médicaux, l'aide au loyer et les préparatifs pour bébé avant de disparaître lorsque la vérité devenait impossible à cacher. Marcus a trouvé des preuves d'au moins 2 autres hommes qui avaient été victimes du stratagème de Tanley dans d'autres villes. L'un avait perdu plus de $30,000 avant que sa femme ne découvre la vérité. Un autre avait carrément quitté sa famille, pour découvrir des mois plus tard que Tanley s'était évanoui dans la nature avec l'enfant d'un autre homme. Le schéma était toujours le même. Trouver un homme dont le mariage était sous tension, lui offrir l'excitation et l'attention qu'il ne recevait pas à la maison, puis manipuler ses émotions et ses finances jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à prendre. Ce qui rendait cette découverte encore plus douloureuse, c'était de réaliser à quel point Caleb correspondait parfaitement à son profil de victime. Son épouse luttait contre l'infertilité. Il avait accès à une maison détenue conjointement qui pouvait être utilisée comme levier financier. Et son état émotionnel le rendait désespéré pour quelqu'un qui lui faisait se sentir désiré et réussi. Tanley l'avait manipulé comme un violon, et il avait été trop flatté et désespéré pour voir clair dans sa mise en scène. Le coup de théâtre. Le dossier contenait tout: photos de surveillance, dossier financier montrant l'argent que Caleb avait donné à Tanley, documentation médicale prouvant que la chronologie de la grossesse était impossible, et le plus accablant de tout, une confession signée de Jackson Palmer. Marcus avait approché Jackson avec des preuves de l'arnaque, et étonnamment, Jackson avait été désireux de coopérer. Il en avait assez d'être le complice de Tanley et voulait se retirer du stratagème qui avait consumé leur relation. Alors que je retournais vers la salle à manger, un étrange sentiment de calme m'a envahi. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement ce qui se passait et exactement ce que je devais faire. Caleb et Tanley pensaient qu'ils contrôlaient ce récit, mais ils n'avaient aucune idée que j'écrivais une fin différente à cette histoire depuis des semaines. Je suis revenu dans cette salle à manger comme si j'entrais sur une scène où j'avais répété mes répliques 1000 fois. La conversation s'est arrêtée au moment où je suis apparu, et je sentais tous les regards sur moi alors que je reprenais mon siège. Caleb avait l'air soulagé de me voir, pensant probablement que j'étais allé pleurer ou me ressaisir comme la bonne petite épouse qu'il s'attendait à ce que je sois.
Tanlay rayonnait pratiquement de satisfaction, ses mains reposant toujours de manière protectrice sur son ventre. Ils avaient tous deux l'air si satisfaits d'eux-mêmes, si confiants dans leur performance. Je suis désolé pour ça, ai-je dit en me réinstallant sur ma chaise avec un sourire serein. J'étais juste tellement submergé par l'émotion. C'est une nouvelle tellement merveilleuse. Caleb a tendu la main vers la mienne à travers la table, et il m'a fallu toute la maîtrise de soi pour ne pas la retirer. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, Brinley. Je voulais t'en parler en privé d'abord, mais Tanlay pensait que ce serait spécial de le partager avec toute la famille. Bien sûr qu'elle le pensait. Tanlay voulait des témoins de ce moment, des gens qui se souviendraient de son annonce victorieuse. Elle voulait m'humilier devant les gens que j'aimais le plus pour marquer son territoire et établir sa domination. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de me donner le public parfait pour ce qui était sur le point de se produire. En fait, ai-je dit, me levant lentement et lissant ma robe, ce moment est absolument parfait. J'ai une surprise à partager moi aussi. J'ai marché vers mon sac à main laissé sur le comptoir de la cuisine, mon cœur battant la chamade, mais mes mains stables. Derrière moi, j'ai entendu Évrin halter. Elle me connaissait assez bien pour reconnaître le ton de ma voix, le calme avant la tempête qui signifiait que quelqu'un était sur le point d'être détruit. Vous voyez, ai-je poursuivi, sortant la pochette cartonnée de mon sac à main et revenant à la table. Je gardais un petit secret aussi. Mera avait l'air confuse, penchant la tête comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. Tobin avait posé son verre de vin et me regardait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui sentait un drame approcher. Évrin était penché en avant sur sa chaise, et j'ai croisé son regard juste un instant. Le regard qu'elle m'a lancé était un mélange de fierté pure et d'anticipation. J'ai placé le dossier sur la table directement devant Caleb, mais je ne me suis pas assise. Au lieu de cela, je suis resté debout, me positionnant de manière à ce que tout le monde puisse voir mon visage et entendre chaque mot clairement. Caleb, tu as tout à fait raison. Tu vas être père. J'ai marqué une pause, laissant cette déclaration planer dans l'air juste assez longtemps pour que l'espoir vacille sur ses traits. Mais selon ce test de paternité et cette chronologie médicale, ce bébé n'est pas le tien. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé le visage de Caleb passer par une série d'émotions, confusion, incrédulité, puis l'horreur naissante de la réalisation. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier et commençait à feuilleter le contenu. C'est quoi ce bordel ? La voix de Tanlay avait perdu toute sa douceur, devenant perçante et défensive. Ce sont des photos de toi avec Jackson Palmer, ton vrai petit ami depuis 2 ans, ai-je dit, ma voix ne faiblissant jamais. Ce sont tes vrais dossiers médicaux montrant que tu es enceinte de 5 mois, pas de 3. Ceci est la documentation de l'argent que tu as volé à mon mari. Et ceci, j'ai sorti une seule feuille de papier, est une confession signée de Jackson, admettant votre petite arnaque. Tanlay a bondi sur ses pieds si vite que sa chaise a failli basculer. C'est de la folie. Tu inventes tout ça parce que tu es jalouse. Je suis jalouse ? J'ai ri. Et le son était si froid qu'il a semblé glacer tout le monde à table. Tanlay, je suis au courant pour Marcus Rodriguez à Phoenix et David Kim à Seattle. Je sais que c'est la 3e fois que tu mets en œuvre cette arnaque exacte sur des hommes mariés dont les épouses luttaient contre l'infertilité. Je sais que Jackson et toi planifiez ce bébé et cette arnaque depuis des mois. Caleb fixait la lettre de confession, son visage devenant plus pâle à la seconde. Il est écrit que tu as vécu avec lui pendant tout le temps où nous étions ensemble. Il est dit que tout était planifié. Caleb, ne l'écoute pas, a plaidé Tanlay. Mais sa voix avait pris un ton désespéré. Elle essaie de nous séparer parce qu'elle ne supporte pas de te perdre. Ce qui est beau dans tout ça, ai-je continué, c'est que je n'ai même pas eu à travailler très dur pour vous attraper. Vous êtes devenu si à l'aise, si confiant dans votre performance que vous avez commencé à faire des erreurs. Comme savoir où se trouvait tout dans ma cuisine, comme faire référence à des conversations que vous n'auriez pu avoir que si Caleb partageait des détails intimes sur notre vie ensemble. Mera a halté de façon audible. Tu veux dire que tout ça est faux ? Non seulement faux, Mera. C'est criminel. Fraude, extorsion, manipulation émotionnelle. Je me suis tourné vers Tanlay, qui reculait maintenant vers la porte. Le plus triste, c'est à quel point il a été facile pour toi de manipuler quelqu'un qui était déjà brisé. Caleb était si désespéré de se sentir désiré, si fatigué de gérer mes luttes de fertilité qu'il est tombé droit dans ton piège. C'est dingue, a dit Tanlay. Mais elle prenait déjà son sac à main. Je n'ai pas à écouter ça. Tu as raison. Tu n'y es pas obligé, ai-je concédé.
Mais Caleb, si, car il y a une autre surprise dans ce dossier. L'après et le nouveau départ 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner de Thanksgiving, et je suis assise ici dans la maison de ma grand-mère. La même maison où tout s'est effondré et où tout a recommencé. La lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de la cuisine frappe les mêmes planchers de bois franc, mais tout semble différent maintenant. Plus léger, comme si un poids que je ne savais même pas que je portais avait finalement été soulevé. Les conséquences immédiates de ce dîner ont été le chaos, mais le genre de chaos qui assainit l'air comme un orage. Tanley a filé hors de la maison avant même que le dessert ne soit servi, courant littéralement par la porte d'entrée lorsqu'elle a réalisé que son arnaque avait été complètement exposée. Elle n'a même pas essayé de se défendre une fois que la confession de Jackson a été lue à voix haute. Caleb est resté assis en silence, stupéfait, tenant ses papiers comme s'ils contenaient sa condamnation à mort. D'une certaine manière, il contenait bien la mort de l'homme qu'il pensait être. La réaction la plus surprenante est venue de Mera et Tobin. Au lieu de défendre leur fils ou de trouver des excuses pour son comportement, ils étaient furieux contre lui. Mera a fondu en larmes, non pas pour la situation, mais parce qu'elle réalisait à quel point j'avais souffert pendant que leur fils menait une double vie. Tobin, qui élevait rarement la voix, a dit à Caleb qu'il avait honte de lui et lui a demandé de faire ses valises ce soir-là. Ils m'ont présenté des excuses à plusieurs reprises, et nous avons maintenu une relation qui est plus forte maintenant qu'elle ne l'a jamais été lorsque j'étais marié à leur fils. Et la réaction d'Evrin a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Elle a aidé Caleb à charger ses affaires dans sa voiture tout en faisant des remarques cinglantes sur le karma et la justice. Elle a emménagé avec moi temporairement pour m'aider avec la transition émotionnelle, mais aussi parce qu'elle a dit que me voir reprendre mon pouvoir était la chose la plus inspirante qu'elle ait jamais vue. Avoir son soutien pendant ces premières semaines a été inestimable. Justice et amour retrouver les conséquences légales pourtant les ont été rapides et sévères. Marcus avait tout documenté si minutieusement que le bureau du procureur a pu monter un dossier solide pour fraude et extorsion. Il s'est avéré qu'elle avait volé plus de $40,000 à Caleb par le biais de diverses fausses dépenses médicales et de demandes d'urgence. Elle était également recherchée dans 2 autres États pour des stratagèmes similaires. Le bébé est né en bonne santé 3 mois plus tard. Et Jackson, qui avait pleinement coopéré avec les autorités, a obtenu la garde tandis que Tanley faisait face à la prison. Caleb a essayé de se réconcilier avec moi plusieurs fois au cours de ces premiers mois. Il a envoyé des fleurs, a écrit de longues lettres expliquant à quel point il s'était senti perdu, et s'est même présenté à mon lieu de travail pour mendier une autre chance. Mais en le voyant clairement pour la première fois, sans le brouillard de l'amour et de l'espoir obscurcissant mon jugement, j'ai réalisé qu'il ne me manquait pas du tout. L'idée de lui me manquait, la vie que je pensais que nous construisions ensemble, mais pas l'homme réel qui pouvait être si facilement manipulé au point de trahir tout ce que nous avions construit. Et la bénédiction la plus inattendue est venue de mon groupe de soutien à la fertilité. Pendant que je m'occupais de ma procédure de divorce, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma perspective sur tout. Le docteur Nathan Cross, un endocrinologue de la reproduction qui faisait du bénévolat dans notre groupe, était gentil, patient et m'a fait rire pendant certains de mes moments les plus sombres. Nous avons commencé comme amis, créant des liens autour d'expériences partagées avec des défis médicaux et des complications familiales. 6 mois plus tard, nous planifions notre propre avenir ensemble. La partie vraiment magnifique de cette histoire est que je suis enceinte maintenant, naturellement, sans aucune intervention médicale. Nathan dit que le stress peut avoir un impact sur la fertilité plus que les gens ne le réalisent. Et une fois que j'ai retiré les éléments toxiques de ma vie, mon corps a été capable de faire ce pour quoi il était fait. Nous attendons une fille au printemps et je n'ai jamais été aussi heureuse ni aussi en paix. Leçon apprise et conclusion. J'y ai gardé la maison, évidemment, car elle a toujours été la mienne. J'ai aussi gardé les parents de Caleb, qui sont devenus comme des seconds parents pour moi et sont ravis de devenir des grands-parents honoraires. J'ai gardé le respect de ma sœur, qui s'est approfondi lorsqu'elle a vu comment j'ai géré la crise avec grâce et stratégie au lieu de simplement l'émotion. Plus important encore, j'ai gardé mon respect de moi-même en refusant d'accepter une vie bâtie sur des mensonges et de me contenter d'un amour qui n'était pas réel. Et la leçon que j'ai apprise de tout cela ne concerne pas seulement le fait de faire confiance à son instinct, bien que ce soit important. Il s'agit de connaître sa valeur et de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. J'ai passé 2 ans à essayer de réparer un mariage qui était brisé à partir du moment où Caleb a décidé que je n'étais pas assez pour lui. J'ai dépensé de l'énergie, de l'argent et des ressources émotionnelles pour essayer de forcer quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. Parfois, la pire chose qui vous arrive est en fait la meilleure chose qui puisse vous arriver. Perdre Caleb a semblé être la fin de mon monde, mais ce fut en fait le début de ma vraie vie.
J'ai appris que je suis plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, plus intelligente que je ne me l'accordais, et digne d'un amour qui ne m'oblige pas à ignorer les signaux d'alarme ou à trouver des excuses pour le comportement de quelqu'un d'autre. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans votre relation ou votre vie, faites confiance à ce sentiment. Votre intuition essaie de vous protéger. Ne l'ignorez pas simplement parce que la vérité pourrait être gênante ou douloureuse. La vérité est ce qui vous libère pour construire quelque chose de mieux. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous si vous avez déjà dû faire confiance à votre instinct dans une situation difficile. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires réelles sur de vraies personnes naviguant à travers les défis inattendus de la vie.